Ce qui est vraiment compliqué avec le sujet de la déforestation, c'est que comme beaucoup d'autres enjeux environnementaux, il touche facilement les émotions. Les images sont impressionnantes, elles nous impactent et nous submergent. Aussi, les forêts s'étendent sur des superficies tellement grandes que ça dépasse de loin notre échelle humaine, et ça nous empêche souvent de comprendre le phénomène dans sa globalité. J'ai relevé 9 erreurs assez communes sur la déforestation. Peut-être que vous êtes concerné par l'une d'entre elles, tout comme je l'étais personnellement avant de m'attaquer à ce sujet. En les comprenant, vous allez tendre un peu plus vers la réalité de ce qui se passe dans les forêts du monde. L'objectif de cette vidéo, c'est que votre maîtrise du sujet passe de quelque chose éventuellement un peu brouillon à une analyse beaucoup plus fine. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans des zones humides recouvertes de mangroves, dans des forêts tropicales sèches, mais aussi dans des forêts tropicales humides. Et enfin, à la rencontre de populations qui vivent dans ces espaces. Allez, montez à bord, on est parti! Une grande partie des informations qu'on va voir dans cette vidéo sont issues de plusieurs publications. Le tout dernier rapport 2020 de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le tout dernier rapport de WWF sur les fronts et quelques extraits de publications du Global Forest Watch. Ce sont des documents qui vont de 20 pages à plus de 200, c'est extrêmement détaillé et bien évidemment je vous mets toutes les sources en description. Aussi, dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner parce que 2021 va être très chargé en vidéo. Pour rappel, vous pouvez me retrouver tous les jours à 4 endroits. Sur Insta, YouTube, Twitter et TikTok. Je vous mets en description les liens vers tout le contenu de géopolitique que je produis en dehors de ces plateformes. Ce sont certains de ces projets qui ont fait que j'ai peu posté de vidéos en 2020. D'ailleurs, c'était absolument génial de pouvoir partager ces moments avec vous pour la sortie du jeu de société. Cette année, au programme, beaucoup plus de contenu vidéo sur YouTube et TikTok, la sortie du premier tome de la BD Mister Geopolitics, ainsi que celle de mon prochain livre, toutes les deux prévues au mois d'avril. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent la création de mes épisodes sur Tipeee et Utip. Et enfin, je vous mets en description le lien de l'ILERI, une école de relations internationales qui sponsorise cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les thématiques internationales, sachez que l'établissement propose différentes formations de type bachelor et master. Bon allez, fin des annonces, il est temps d'y aller. La première erreur quand on s'intéresse à la déforestation, c'est de ne pas savoir précisément quelle surface représente les forêts à l'échelle du monde. Avant même de parler de la coupe des arbres, il faut déjà savoir combien il y en a. De la même manière, quand on s'intéresse au sujet des migrations, avant de foncer tête baissée en ne se focalisant que sur les personnes qui ont été contraintes de quitter leur foyer d'origine, il faut de la même manière être capable de savoir ce que ces personnes représentent par rapport à la population mondiale. Alors, si on prend l'intégralité de la surface de notre planète, à votre avis, quelle part représentent les forêts? Bon, vous le savez, la Terre n'a pas hérité du surnom de planète bleue pour rien, car 70,7% de la surface est recouverte de mers et d'océans. Voici donc la part que représentent les terres émergées sur lesquelles nous vivons, nous et 8 milliards d'êtres humains. Bien évidemment, les plaines, les montagnes et les forêts sont réparties aléatoirement sur le territoire, mais si on fait une moyenne des terres émergées, les zones forestières en recouvrent 30,8%, soit un petit tiers. En incluant les mers et les océans au calcul, les forêts composent alors 9% de notre planète. Donc pour ne plus refaire cette erreur, gardez bien en tête ces données avec la représentation qui vous parle le plus en fonction de si vous êtes visuel ou pas. Maintenant que c'est acquis et qu'on a cette proportion en tête, on peut passer à la suite. La deuxième erreur consiste à ne voir les forêts du monde que comme un seul gros amas de végétation et où toutes les forêts seraient touchées de la même manière par la déforestation. Être capable de faire la différence entre les différentes zones boisées qui composent le paysage forestier et comprendre les nuances, ça, c'est se rapprocher de la réalité. Voici une des cartes les plus complètes sur les types de forêts qui recouvrent notre planète. Je vous laisse faire pause si vous voulez vraiment identifier les différentes typologies. Regardez, rien que sur les zones tropicales, on peut différencier les forêts tropicales sèches, pluviales, humides, montagneuses, arbustives. Il y a vraiment une immense variété au sein des mêmes régions. Pour réussir à retenir ces 20 typologies très précises, on peut vulgariser un petit peu et ne retenir que 4 grands ensembles. Les forêts tropicales, qui représentent 45% du couvert forestier mondial, les forêts boréales, qui en représentent 27%, les forêts tempérées, 16%, et les forêts subtropicales, 11%. Ce qui nous donne la représentation suivante. Personnellement, je ne savais pas, avant de m'intéresser à ce sujet, que presque la moitié des forêts mondiales étaient composées de zones tropicales.
Ces forêts sont réparties aléatoirement sur le territoire, mais 66% d'entre elles sont comprises dans 10 pays seulement. Il s'agit de pays de grande taille pour la plupart. La Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, la Chine, l'Australie, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Pérou et l'Inde sont dans l'ordre les pays avec le plus de forêts. Mais pour bien comprendre les forêts du monde, on ne peut pas utiliser qu'un seul critère qui serait la taille. Il faut pouvoir être capable d'utiliser différents filtres qui vont à chaque fois afficher des données différentes. Par exemple, à l'instant, on vient de voir les 10 pays qui ont les plus grosses zones boisées sur leur territoire. Mais ça ne nous dit absolument pas s'il y a de la diversité dans ces forêts. Il peut ne s'agir que d'un petit nombre d'essences d'arbres. C'est pour ça que si on s'intéresse aux 10 pays qui possèdent la plus grande variété d'essences d'arbres, la Russie, l'Australie, la RDC et le Canada disparaissent de notre classement, pour laisser place dans l'ordre au Brésil, à la Colombie, à l'Indonésie, à la Malaisie, au Venezuela, à la Chine, au Pérou, à l'Équateur, au Mexique et à Madagascar. Pour bien comprendre les forêts, on pourrait utiliser un troisième filtre qui afficherait cette fois-ci ce que l'on appelle l'intégrité des forêts, c'est-à-dire est-ce que ces forêts ont été modifiées par l'homme et ses activités depuis qu'elles ont poussé. Pour ça, on peut répartir les zones boisées en 3 catégories. Sur 100% des forêts du monde, 34% sont des forêts primaires. Les Nations Unies en donnent la définition suivante. Ce sont les forêts naturellement régénérées d'essence indigène où aucune trace d'activité humaine n'est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés. Ensuite, 59% des forêts sont secondaires, désignées par la FAO comme des forêts qui se sont établies par expansion naturelle et dont l'âge se situe entre 14 et 16 ans. Enfin, les 7% restants sont des forêts plantées. Elles sont, elles, composées de 2 choses. 55% d'entre elles sont plantées à des fins de restauration des écosystèmes et de protection des sols et des eaux. Ce sont des forêts qui, une fois arrivées à maturité, peuvent ressembler à des forêts naturelles, parce que la végétation s'y est développée et s'y est diversifiée. Ensuite, 45% des forêts plantées sont ce que l'on appelle des forêts de plantation, qui sont exploitées de manière intensive avec 1 ou 2 essences d'arbres et qui sont en peuplement équien, c'est-à-dire du même âge, de la même taille et selon un espacement régulier. C'est le cas des plantations de palmiers à huile et des bananiers. Les forêts primaires et secondaires représentent ainsi, selon la FAO, 93% des forêts du monde. Aujourd'hui, on ne trouve plus que des forêts primaires en région tropicale et boréale. La moitié de ces forêts primaires se trouve dans 3 pays seulement, au Brésil, en Russie et au Canada. La FAO rentre bien évidemment beaucoup plus dans le détail que ce que je vous ai donné, parce que le côté binaire forêt primaire versus forêt secondaire s'observe beaucoup moins facilement dans la vraie vie. Mais l'avantage de vous avoir donné ces chiffres-là, c'est que ça vous donne une proportion qui est plutôt réaliste. Enfin, pour terminer avec la deuxième erreur, on pourrait rajouter un 4e filtre qui afficherait cette fois-ci les forêts qui sont les plus en danger par rapport à la déforestation. Les forêts tempérées, boréales, subtropicales et tropicales ne sont pas toutes impactées de la même manière par la coupe d'arbres. Ce sont aujourd'hui les zones tropicales qui sont les plus touchées. Voici pour la deuxième erreur. Si vous voulez éviter de la reproduire à l'avenir, apprenez à mettre de la profondeur quand vous parlez des forêts. Si vous restez avec une image sans nuance et où toutes les forêts se ressemblent, malheureusement, votre maîtrise du sujet restera caricaturale. Ok, là on a un truc super intéressant parce que beaucoup de gens font l'erreur. L'écueil, c'est de voir les forêts du monde comme un quota, une quantité fixe et définitive, et où à chaque fois qu'on couperait un arbre, on viendrait naturellement empiéter dans cette réserve de nature, et les quotas iraient naturellement à chaque fois vers le bas. Si on se trompe autant sur ce point, je pense que c'est parce qu'on compare inconsciemment le bois et les ressources halieutiques, c'est-à-dire le poisson, aux ressources minières, gazières et pétrolières. Les roches, le gaz et le pétrole se régénèrent sur un temps très long qui dépasse de loin notre échelle de temps d'être humain. On dit que ces ressources sont non renouvelables. Donc pour ces 3 ressources-là, à la vitesse à laquelle elles se régénèrent et à laquelle on les exploite, oui, on peut effectivement avoir cette image en tête d'un quota fixe et où à chaque fois qu'on l'exploite un petit peu, ça vient diminuer la réserve globale. Mais c'est très différent quand on parle des ressources halieutiques et quand on parle des forêts. Ce sont des êtres vivants et les stocks se régénèrent. Quand on s'intéresse aux forêts du monde, il y a donc 2 mouvements auxquels il faut s'intéresser. Quand on se focalise que sur la déforestation, il manque un des 2. Parce qu'en fait, c'est la différence entre la reforestation et la déforestation qui va nous donner ce que l'on appelle l'évolution du couvert forestier. Sur les 10 ans qui ont séparé 1990 à l'an 2000, les forêts se sont étendues de 8 millions d'hectares. Mais en même temps, on en a coupé le double ailleurs. Sur les 10 ans entre 2000 et 2010, les forêts se sont étendues de 10 millions d'hectares, mais on en a coupé 15 sur la même période. Le ratio est un poil meilleur.
Sur les 5 ans entre 2010 et 2015, les forêts ont gagné 7 millions d'hectares supplémentaires, tandis que l'on en coupait 12. Une réduction par rapport aux années passées, même si le ratio est toujours négatif. On coupait plus d'arbres qu'il n'en poussait. La proportion s'est conservée sur la période des 5 ans entre 2015 et 2020, bien que les quantités aient à nouveau été réduites. Pour ne plus faire la troisième erreur, gardez bien en tête ce double mouvement, parce que c'est comme ça qu'est calculé le recul des forêts dans le monde. Mais gardez-le en tête aussi parce qu'un des objectifs fixés par les Nations Unies pour préserver notre planète, c'est d'arriver à une augmentation de plus 3% du couvert forestier d'ici à 2030. Vous savez maintenant ce que ce plus 3% signifie. Bon, on en est encore un peu loin aujourd'hui et il nous reste du chemin à parcourir, mais les mesures contre la déforestation et contre les coupes illégales se sont vraiment intensifiées ces dernières décennies, donc il est plus que souhaitable de continuer dans cette direction. Pour illustrer ce qu'on vient de voir de manière plus concrète, la régression de couvert arboré la plus importante a été observée dans la forêt pluviale tropicale, qui couvre une grande partie de l'Afrique centrale, le bassin de l'Amazone, l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis que la progression la plus importante a été constatée dans les formations boisées de la toundra boréale, qui se trouvent au Canada et en Fédération de Russie. Avant de passer à la quatrième erreur, on peut se poser une question quand même. Est-ce que ce territoire qu'on vient de déforester est équivalent en termes de biodiversité à une forêt qui va repousser juste à côté ou bien à l'autre bout de la planète? La réponse est que non, malheureusement, ça ne le vaut pas. Car une forêt qui repousse a besoin d'environ plusieurs décennies pour reprendre tous ses droits et développer un écosystème durable. La valeur des forêts primaires est irremplaçable, la diversité biologique de ces forêts est le résultat d'une évolution qui se déroule depuis des millions d'années. Mais on peut apporter un peu de nuance parce que certaines espèces arrivent quand même très bien à s'installer dans des forêts nouvelles, mais ce n'est pas le cas de toutes. Par exemple, des recherches ont prouvé que le tamarin lion à tête dorée en Amérique du Sud et la chouette tachetée en Amérique du Nord ne survivent que dans des forêts anciennes. Ils s'adaptent très mal à des peuplements forestiers nouveaux. Au Costa Rica, une étude menée sur des singes a permis de prouver que le singe capucin à face blanche s'adapte très bien dans une forêt nouvellement régénérée, tandis qu'il y a un effet de plafonnement pour le singe hurleur qui ne se reproduit plus au-delà d'un certain stade. C'est malheureux, mais s'il fallait faire une hiérarchie, en priorité, il faudrait pouvoir être capable de répondre à tous nos besoins, sans avoir besoin de défricher, ce serait le mieux. Mais posséder sur son territoire des forêts qui se régénèrent et qui s'étoffent avec le temps, ce n'est pas une entrave pour toutes les espèces. Il y a quand même au passage une énorme perte de diversité, par exemple en Amazonie, 25% des espèces animales étudiées et 60% des espèces végétales, des arbres et des lianes, sont spécifiques aux forêts primaires. On ne les trouve pas dans des forêts secondaires ou dans des forêts plantées. Cette diversité incroyable prend beaucoup de temps à s'installer dans les forêts secondaires. Donc si on perd ces forêts primaires d'un coup, on perd cette richesse. Il faut bien comprendre que la déforestation ne s'opère pas à un seul endroit sur Terre et avec une ligne de front qui est complètement linéaire, ce serait beaucoup trop facile. Le WWF a relevé 24 fronts en 2021. Je pense que le fait que ces fronts soient autant éparpillés à travers le monde, c'est précisément l'une des difficultés qui nous empêche de bien comprendre le phénomène. On a du mal à identifier son étendue. À partir de maintenant, vous ne ferez plus l'erreur, vous allez réussir à assimiler le mot déforestation à cette représentation visuelle des 24 zones de front qui concentrent à eux seuls plus de la moitié de la déforestation tropicale. Vraiment, retenez bien cette carte, car vous allez pouvoir la compléter avec notre deuxième mot, la fragmentation. Toujours selon le WWF, 95% de la déforestation a lieu à moins de 5 km des routes et à moins d'1 km des rivières navigables. Et ce n'est pas surprenant, quand vous observez la difficulté d'un terrain comme celui-là, on comprend bien que les personnes qui vont défricher le font à proximité d'un point d'accès. Les coupes partent donc généralement d'un axe de circulation et se font chaque fois plus loin de cette route en direction de la forêt. Le déboisement provoque alors un effet arête de poisson et où la végétation restante peut se retrouver alors isolée en bosquet. C'est ça la fragmentation, et c'est comme ça que la déforestation avance. Vous imaginez que ce n'est pas vraiment dingue niveau préservation de la biodiversité, parce que certaines espèces animales peuvent ne plus réussir à se déplacer d'un bosquet à un autre. La FAO a réalisé des études beaucoup plus poussées sur le morcellement. Elle a notamment étudié la superficie moyenne des bosquets qui restent isolés, sur l'intégrité de ces bosquets, ou encore sur quelles sont les forêts les plus contiguës. Bref, pour les besoins de cette vidéo, je m'arrête là sur le sujet, mais pour ceux qui veulent, les infos sont dans la description. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'environ 46% de la superficie forestière mondiale est relativement intacte, c'est-à-dire non morcelée et peu menacée par des projets comme des routes. 45% subit ou bien a subi des dégradations ou bien une légère fragmentation,
tandis que 9% se présentent sous la forme de fragments forestiers isolés ou très faiblement reliés entre eux. Les massifs de forêts pluviales tropicales et de forêts boréales de conifères sont les moins fragmentés, de par leur difficulté d'accès et la faible densité de population, tandis que la forêt subtropicale sèche et les forêts océaniques tempérées comptent parmi les plus fragmentées. Il suffit de rouler en voiture sur les routes françaises pour observer le morcellement de nos zones boisées. Pour ne plus refaire cette quatrième erreur, c'est très simple, n'oubliez pas ces deux notions. Ok, on touche là un point essentiel, parce que ne pas connaître toutes les causes de la déforestation, ça peut vous faire tomber dans un travers. À chaque fois que vous entendrez parler de déforestation, vous serez peut-être tenté de l'expliquer en incriminant un responsable, au hasard celui qu'on entend le plus souvent, l'agroalimentaire. Est-ce que l'agroalimentaire est le principal responsable de déforestation dans le monde, et si oui, dans quelle proportion? Pour le savoir, il faut déjà rappeler que personne sur Terre ne défriche des zones boisées pour le simple plaisir de le faire. Ça répond dans tous les cas à une demande. Il y a de la demande en nourriture et en viande de la part de la population mondiale, mais aussi de la part des populations qui habitent proches des zones forestières. Il y a de la demande en bois d'œuvre et en bois de chauffage, il y a de la demande en minerais, en énergie et en pétrole. Il y a aussi de la demande de place dans les zones, notamment en Afrique et en Asie, où la population grandit très rapidement. Mais il y a aussi une demande de la part des gouvernements sur les territoires où se trouvent ces forêts pour pouvoir utiliser le territoire, tout simplement pour pouvoir y développer de l'activité économique. C'est pour ça qu'avec toutes ces demandes, on peut identifier presque toutes les causes de la déforestation dans le monde. L'agriculture commerciale à grande échelle, qui inclut principalement l'élevage de bétail, la culture du soja et du palmier à huile, et qui se destine à l'exportation, l'agriculture locale et vivrière, qui a pour vocation de nourrir les habitants du coin, la construction de routes et d'infrastructures, les barrages, l'expansion des zones urbaines, les concessions minières et pétrolières, ou encore l'exploitation légale et illégale du bois. Il y a juste une cause de la déforestation qui ne répond pas forcément à une demande, les incendies. Alors on va voir, certains de ces incendies sont provoqués parfois par des agriculteurs pour pouvoir utiliser des espaces à des fins agricoles, auquel cas là ça répond à une demande. Certains incendies sont parfois provoqués de manière accidentelle et sont liés à la création d'infrastructures comme des routes ou bien à l'exploitation forestière. Ça peut être le cas d'une tronçonneuse qui chauffe et qui envoie un petit éclat incandescent dans les forêts. Et enfin, certains incendies se déclarent parfois malheureusement de manière naturelle. Et il y a un petit twist parce que ce genre d'incendie peut être intensifié par la déforestation. Faut vraiment voir les forêts comme des grosses retenues d'eau, comme des puits remplis d'eau. À partir du moment où il y a moins de forêt, il y a moins d'eau, donc les sols s'assèchent, et ça favorise encore plus de nouveaux incendies. Le WWF a réalisé une super infographie qui permet de synthétiser tout ce qu'on vient de voir, en distinguant les 4 causes directes, ainsi que les facteurs qui vont venir influencer la déforestation de manière indirecte. C'est un très bon rappel, mais cette infographie ne nous dit pas tout. On ne connaît pas les proportions. Parmi ces 4 causes directes, laquelle est la plus importante ? En 2021, le secteur agricole est responsable de 73% de la déforestation dans le monde. Donc oui, on peut continuer de dire que l'agriculture est le principal responsable de la déforestation. Mais attention, on va mettre un peu de nuance, car sur ces 73% de déforestation, 40% est dû à l'agriculture commerciale à grande échelle et 33% est imputable à l'agriculture vivrière locale. Pour ne plus refaire la 5e erreur, retenez bien toutes les causes de la déforestation et pas uniquement l'agriculture, même si elle est responsable de la grande majorité des fronts aujourd'hui. Et pour être encore plus précis, vous allez éviter de faire l'erreur numéro 6. Pour tendre le plus vers la réalité de ce qu'il se passe dans les forêts du monde, il faut se confronter à la complexité. On a vu que l'agriculture est la plus grande responsable de la déforestation, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Afrique et c'est vrai en Amérique latine. Mais dans chacune de ces régions, ce n'est pas le même type d'agriculture qui est responsable des coupes. Avec ces données de la FAO, on voit la surface totale déboisée entre 2000 et 2010, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Alors que dans les 2 dernières régions, l'agriculture vivrière locale est la principale responsable de la déforestation, c'est l'agriculture commerciale qui arrive en tête en Amérique latine et de loin. Les autres causes de déforestation dans cette région, à savoir la création d'infrastructures et de routes, l'exploitation minière et l'expansion urbaine, sont d'ailleurs très faibles. Elles sont un peu plus conséquentes en Afrique et en Amérique latine. Pour encore plus de précision, la carte réalisée par le WWF vous donne les causes de la déforestation sur chacun des 24 fronts par ordre d'importance.
Bien évidemment, les informations de la FAO et du WWF se recoupent. L'agriculture commerciale arrive bien en tête en Amérique latine, contre l'agriculture locale en Afrique et en Asie. Mais cette carte nous permet d'en apprendre davantage sur la répartition des incendies, sur la production de bois d'œuvre, la coupe de bois de cuisson. Maintenant que vous ne referez plus l'erreur numéro 5 en connaissant toutes les causes de la déforestation, vous ne ferez plus l'erreur numéro 6 en sachant précisément situer les différentes causes selon les régions. Là, vous aurez une grande finesse d'analyse. Ne pas connaître toutes les conséquences de la déforestation, c'est aussi caricatural que de ne pas en connaître toutes les causes. En général, quand on parle des conséquences de la déforestation, on en cite souvent deux. La perte de la biodiversité et la baisse du CO2 capté par les forêts, et en même temps la diminution aussi de l'oxygène qui est relâché dans l'atmosphère. Ce qui est absolument vrai pour les deux points. Mais les conséquences de la déforestation sont bien plus nombreuses que ça. La liste est vraiment longue comme le bras. Et l'erreur, c'est de les oublier. Parce que potentiellement vous allez oublier des raisons qui nous rattachent et qui vous rattachent à ces espaces-là, même si comme moi vous habitez en ville. Car absolument tous les êtres humains sur cette planète sont dépendants de ces espaces. La seule différence, c'est que certains le sont plus que d'autres. Alors bien évidemment, les communautés qui habitent dans les forêts ou bien à la limite très proches sont les plus dépendantes de ces milieux et de la biodiversité qui en découle. On estime que sur Terre, une personne sur 8 dépend directement des forêts pour vivre. Soit parce qu'en général ils y trouvent leur nourriture en pêchant et en chassant, soit parce qu'ils y trouvent leur activité économique, ou bien parce qu'ils y trouvent tout simplement leur bois de cuisson et de chauffage. Toutefois, presque tout le monde de nos jours entretient au moins un certain contact avec les forêts ou les produits de leur biodiversité, et nous profitons tous des fonctions qu'assurent les composantes de cette biodiversité, avec les cycles du carbone, les cycles de l'eau et le cycle des nutriments. Mais c'est pas tout, la déforestation, c'est aussi l'augmentation du risque de propagation de nouveaux virus. Par exemple, quand on fait paître des vaches dans une zone qui vient d'être déboisée au milieu d'une forêt, il y a un risque que ces vaches soient piquées ou bien mordues par des insectes ou des chauves-souris qui sont porteuses de maladies et qui seront ensuite transmises à l'homme. La déforestation, c'est aussi la perte d'identité pour les populations autochtones qui habitent dans ces espaces. C'est aussi la disparition de certaines langues qui sont parlées par ces populations autochtones. Par exemple, en Amazonie, les populations indiennes sont réparties en 420 tribus. Elles parlent 86 langues et 650 dialectes. C'est toute cette richesse qui peut potentiellement s'effriter avec la déforestation. Déforester sur Terre, c'est provoquer aussi des incidences sur la végétation en mer. Certaines forêts situées le long du littoral et certaines mangroves retiennent des sédiments nocifs pour les herbiers marins et les récifs coralliens qui sont des habitats pour la vie sous-marine. Et enfin, la déforestation, c'est avoir encore plus de difficultés à faire face au dérèglement climatique. Pour ne citer que quelques exemples, on peut parler des arbres et des arbustes qui sont adaptés aux terres arides et qui luttent contre la désertification en retenant l'eau dans le sol. Ça peut aussi être des abeilles sylvestres qui pollinisent les cultures voisines. Dans les montagnes, les arbres avec leur vaste réseau de racines empêchent l'érosion des sols et la sédimentation. La mangrove contribue à la résilience face aux inondations des littoraux, etc., etc. En description, je vous ai créé un PDF téléchargeable qui résume tous les points de cette vidéo et je vous donne aussi des idées de livres, de films et de documentaires à regarder pour bien maîtriser le sujet. Et il y a notamment une discussion sur Click TV qui parle notamment de la transmission des nouveaux virus. Pour ne plus faire l'erreur numéro 7, apprenez à voir toutes les interactions. Regardez tous les liens de cause à effet et vous allez voir à quel point on est tous reliés à ces espaces. Bon alors vous le devinez, si on parle autant du sujet de la déforestation, c'est que la tendance de fond n'est pas bonne. L'erreur, c'est de ne pas savoir dans quelle mesure ce n'est pas bon et de ne pas avoir de repères. Voici l'évolution du couvert arboré mondial en milliards d'hectares, c'est-à-dire la quantité d'arbres sur Terre entre 1992 et 2015. Alors attention, l'origine n'est pas à zéro, elle commence à 43,40 milliards d'hectares. Si on la faisait démarrer à zéro, en schématisant, voilà ce que l'on obtiendrait. On peut observer qu'il y a des périodes avec des ralentissements et des accélérations. Les accélérations peuvent s'expliquer par deux phénomènes, l'apparition d'incendies et les mesures politiques. Certaines personnalités politiques comme Lula au Brésil ont réussi à contenir les coupes, en partie pour notamment renvoyer une certaine image du pays à l'international. Mais une autre personnalité qui du jour au lendemain comme Bolsonaro peut au contraire décider d'utiliser ces espaces comme un moyen de développer le pays,
quitte à le faire sans durabilité et au détriment des populations autochtones. Alors pour ne plus faire l'erreur numéro 8, rappelez-vous bien de la tendance générale de la courbe. Rappelez-vous aussi des deux éléments qui peuvent expliquer pourquoi parfois il y a des coupes beaucoup plus importantes sur une petite période de temps. Et enfin, si vous voulez vraiment avoir un repère visuel, en 30 ans, de 1990 à 2020, les forêts du monde ont perdu l'équivalent de la superficie de la Libye. Malheureusement, quand on est face à un constat aussi lourd et pesant que celui de la déforestation, on peut se sentir meurtri, et c'est complètement normal. Ça plombe le moral et ça donne qu'une envie, c'est de trouver des solutions, quitte à sauter dessus sans avoir analysé les conséquences. Et c'est là où je veux en venir. Parce que certaines solutions prises sans avoir analysé toutes les conséquences possibles peuvent créer des conséquences plus désastreuses que si rien n'avait été fait. Ou bien vous pouvez créer d'autres problèmes ou les accentuer ailleurs. Rappelez-vous toujours de ce dicton quand vous êtes face à une situation difficile. À chaque problème complexe, il existe une solution simple, mais elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce que essayer d'appliquer une solution peut-être un peu trop grossière à une réalité très complexe et fine avec beaucoup de détails, ça risque naturellement de passer au-dessus de certains détails, et c'est souvent dans ces détails-là que toute la différence se fait. C'est par exemple extrêmement visible dans le domaine de l'humanitaire. Il y a une crise qui éclate quelque part, il y a des populations qui sont en demande d'aide, et vous décidez d'agir, ce qui est très louable. Mais la manière dont vous le faites, si vous vous y prenez mal, vous pouvez potentiellement créer des rapports de domination là où il n'y en avait pas avant. Vous pouvez déstabiliser des structures existantes, vous pouvez rendre des personnes dépendantes, vous pouvez potentiellement aussi créer des inégalités en fonction de là où vous allez vous approvisionner sur place, etc., etc. Si on revient sur la déforestation et qu'on prend par exemple l'envie de vouloir reforester massivement, encore une fois c'est très louable, mais attention à ne pas le faire n'importe comment. Typiquement, il y a des erreurs qui ont pu être observées en Espagne, notamment en Galice. Ils ont reforesté massivement avec de l'eucalyptus qui n'est pas une plante indigène. Le tronc de l'eucalyptus fait des sortes de lambeaux naturels qui tombent par terre et qui sont un terreau parfait pour les incendies. On se rend compte que dans ces situations-là, la seule bonne volonté ne suffit pas. Vouloir protéger l'environnement et les espaces sauvages en créant des réserves naturelles, oui, l'idée est très bonne. Mais créer un parc avec des clôtures tout autour et où les populations qui habitaient là depuis toujours sont chassées alors que ce territoire était justement géré durablement grâce à ces populations autochtones, vous comprenez bien que ce n'est pas la meilleure option possible. Parce que ces populations déplacées de force vivent dans des quartiers informels en périphérie des parcs et ne peuvent plus vivre comme avant, ne peuvent plus chasser parce que c'est considéré à présent comme du braconnage, alors que des études en Australie, au Canada et au Brésil prouvent que les territoires autochtones sont plus riches en biodiversité que certaines réserves naturelles et sont moins sujets à la déforestation. L'idée n'est d'incriminer personne parce que j'ai bien conscience que n'importe qui d'entre vous ou bien moi, si nous avions dû prendre des mesures de ce type-là, on aurait très certainement fait les mêmes erreurs. L'objectif n'est pas non plus de vous pousser à l'immobilisme et au fait de ne plus vous engager, bien au contraire. L'idée c'est que vous ayez bien conscience que vos solutions sont les plus adaptées aux problèmes parce que sinon vous pouvez provoquer des conséquences négatives ailleurs alors que ça aurait pu être évité. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que ces 9 points d'analyse vous ont permis d'affiner vos connaissances. Ça a été un véritable plaisir pour moi de travailler sur ce sujet, de me rendre sur place et de pouvoir témoigner de ce que j'ai pu y apprendre. On se retrouve sur Instagram et TikTok d'ici la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine, ciao!